Alors, bonjour à chacun. Bienvenue à cette nouvelle soirée dans la série des Joseph pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir André Bury, qui est en Suisse et qui a mis en place une entreprise il me corrigera si je me trompe, mais pour faire le lien entre les producteurs et les consommateurs de zones géographiques bien ciblées, puisque pour réaliser sa tâche, il fait tout à vélo. Donc, vous imaginez bien que les producteurs et les consommateurs sont dans une zone raisonnable. Est-ce que c'est juste, André, ce que j'ai dit? Exactement. Je me muscle les mollets et je livre à vélo. Bon, ça fait combien d'années que tu t'es lancé dans cette aventure? Ça fait 2 ans que j'ai commencé actuellement. Et puis, voilà, c'est intéressant. Chaque jour son défi. Ouais. Bon. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter un petit peu l'historique? Comment t'es venue cette idée et puis un petit déroulé jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Peut-être je commence par me présenter un petit coup. Ça joue pour toi? Parfait. Donc voilà, je m'appelle André. Aujourd'hui, j'ai 6 ans, 47. Ouais, je ne sais plus compter. Je m'arrête à 40, c'est plus simple. Et puis à la base, je suis ingénieur en microtechnique, donc dans la robotique. Et j'ai travaillé une année au Japon. Après, je suis revenu en Suisse où j'ai fait 19 ans dans une banque. À la base, je voulais me former en tant qu'informaticien. Et puis, en fait, j'ai développé des applications mobiles pour cette banque. Je ne suis jamais parti parce que j'aimais ça. Et finalement, bah, j'ai quand même fini par perdre mon travail. Mais en fait, avant de perdre mon travail, j'ai mes enfants qui ont fait tout un parcours qui est intéressant parce que la nouvelle génération qui nous suit, elle est, je pense, plus sensible à nous, à l'écologie. Et mon fils aîné, un jour, il vient vers moi quand il avait 13 ans et il me dit, Papa, il faut qu'on mette des panneaux solaires sur notre toit. Et moi, je me suis dit, ben, moi, je suis locataire, je n'ai pas forcément les moyens, ça ne va pas être possible. Et lui, il n'a pas lâché le morceau. Il a été voir le propriétaire de notre maison, en l'occurrence, qui est mon père, mais quand même. Et puis, après, il a été chercher des fonds. Il a trouvé quelqu'un qui prêtait l'argent pour acheter des panneaux solaires. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on a des panneaux solaires sur notre toit, avec un projet qui a été géré intégralement de lui. Donc, il a même trouvé l'entreprise qui allait installer les panneaux. Donc, il a tout géré quand il avait 13 ans. Et quelques mois plus tard, on avait des panneaux sur le toit. Puis aujourd'hui, tout ce qu'on consomme, on le produit avec nos panneaux. Donc, en plus, on a un système de batterie pour récupérer l'énergie. Donc, ça a commencé comme ça, avec ce projet-là. Et après, il a commencé à faire des projets de ramassage de déchets dans notre ville, à Gland, parce que j'habite à Gland, entre Lausanne et Genève. Et la commune a découvert qu'on avait fait ça, puis nous a récompensé par des billets de cinéma qu'ils nous ont offerts comme ça, parce qu'ils ont vu sur Facebook qu'on avait fait ce projet. Et après, elle a fait d'autres projets pour le WWF, où il a fait des ventes de petites tortues qu'il a conçues en pâte à tresse, etc. Et il a commencé peu à peu à aller dans le vrac, justement. Et il a été chercher le lait à la ferme. Donc, ça lui prenait 20 minutes aller-retour pour aller chercher 2 litres de lait. Il allait quasiment tous les 2 jours à la ferme chercher ses 2 litres de lait. Et après, quand il allait à l'école, il prenait ses contenants dans son sac et il s'arrêtait à Bio C'est Bon, un magasin qui était sur son chemin. Il allait chercher ses céréales et rentrer avec ça. Et, après ça, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Le zéro déchet. Et ça m'a pas mal inspiré aussi suite à l'expérience de mon fils, suite à Bea Johnson qui a écrit ce livre, tout ce qu'elle faisait. Puis j'ai commencé à essayer de mettre en pratique les choses, aller à la boulangerie avec mon sac. Et puis mon problème, c'était que la boulangère était trop rapide, elle mettait toujours dans son sac en papier. Puis moi, je n'osais pas demander qu'elle le sorte de son sac puis qu'elle le mette dans le mien. Et du coup, j'étais frustré. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est moi le consommateur, c'est moi qui choisis où je veux mon pain. Alors, elle avait mis son pain dans son sac. J'ai dit, non, non, moi je le veux dans le mien. Est-ce que vous pouvez le mettre dans mon sac? Et le jour où j'ai appris à faire ça, finalement, ça a déclenché la totale pour tout ce que je faisais dans le zéro déchet. Donc, j'ai commencé à prendre mes contenants partout au marché. Et puis, j'avais ce réflexe pour aller déjà un peu plus vite que celui qui préparait la commande. Et puis, j'arrivais à faire pas mal de choses zéro déchet, un peu comme Bea Johnson. Le problème, c'est que j'ai quand même remarqué qu'il fallait, ça prenait vite beaucoup de temps, il fallait prendre la voiture quand même pour se déplacer à certains endroits. Je trouvais ça pas très écolo quand même.
Il fallait penser à prendre les contenants au marché. Donc, je réfléchissais toujours à qu'est-ce que je voulais acheter. OK, aujourd'hui, je veux allez, trois viandes, deux fromages, il me faut cinq contenants. Alors, je mettais cinq contenants dans mon sac. Puis quand j'arrivais au marché, je me suis dit, mince, j'ai changé d'avis. Je vais peut-être prendre une quatrième viande parce que là, ça m'intéresse, je le vois devant moi, donc j'ai envie de le prendre aussi. Puis, je n'ai pas le contenant pour. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends quand même et je prends un emballage avec parce que je ne pouvais pas mettre ça en dehors d'un contenant? Ou bien est-ce que je renonce à ce choix? Puis, en fait, dans les deux cas, j'étais frustré. Puis peu à peu, ça a commencé à mûrir dans ma tête, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un service comme ça qui serait à disposition des gens? Ça serait pas mal quand même d'avoir un service zéro déchet qui nous livre même ça à la maison. Et, j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai cherché si ça existait, puis j'ai trouvé qu'il n'y a pas grand-chose qui existait dans ce domaine-là. Et puis, il s'avère qu'après, j'ai perdu mon job. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est l'occasion ou pas d'essayer de lancer une idée comme ça. Donc, je me suis lancé. Et les 6 premiers mois que j'ai fait, donc j'ai contacté mes voisins, puis je voulais voir s'ils étaient intéressés par être livrés chez eux, du pain, du lait. Donc, j'ai commencé juste avec 3, 4 produits. Et finalement, j'ai vu que ça a commencé à prendre et que c'était intéressant. Donc, j'avais quoi, 30 livraisons par mois. C'était pas grand-chose, mais je trouvais que ça marchait déjà pas mal. Il fallait déjà quand même faire quelques kilomètres en vélo. Et puis, finalement, j'ai décidé de me lancer officiellement. Puis après, je me suis lancé donc en mars l'année passée, juste 2 semaines avant le Covid. Et finalement, le Covid m'a un peu aidé à démarrer aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai réellement démarré. Après, ça a mis un certain temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient au ralenti avec cette pandémie. Au lieu d'avoir 3 mois pour m'inscrire au registre du commerce, j'en ai eu 9. Donc, je suis inscrit au registre du commerce seulement depuis cette année, finalement. Donc, voilà un peu comment ça a commencé. Peut-être ce que je peux faire, c'est partager une petite présentation. Donc, maintenant, vous avez Très peut-être bien. une introduction. Et puis, comme ça, c'est une présentation que je fais généralement à des clients pour leur présenter un peu qu'est-ce que c'est l'entreprise que j'ai créée, puis comment ça marche. Donc, je vous partage ma page. Je vais lancer une petite présentation. Voilà, et pendant que tu te prépares à lancer ta présentation, je rappelle à ceux qui sont là ce soir que vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit dans le chat qui est là pour ça. Et puis comme ça, je me permettrai de donner vos questions directement à André qui pourra y répondre en direct. Et puis, si jamais vous voyez cette vidéo plus tard et que vous avez des questions qui vous restent, n'hésitez pas à les écrire en dessous de cette vidéo sur YouTube et puis on verra pour faire ce qu'il faut pour vous répondre. À toi, André, je te redonne la parole. Donc, l'entreprise s'appelle Zelo. L'idée, c'est de faire le zéro déchet en vélo. Donc, finalement, après, j'ai rajouté le mot supermarché. J'ai même mis encore en ligne des fois. Mais voilà, donc zéro plus vélo égale Zelo. Donc, qu'est-ce que c'est Zelo? Donc, c'est un service de livraison à domicile en vélo. Donc, aujourd'hui, on est accessible sur la région de la Côte, donc entre Lausanne et Genève, donc à Gland, Agnon, puis on inclut les petits villages qui sont aux alentours. Et puis, on vient d'ouvrir une succursale à Lausanne, puis on livre jusqu'à 5 km de la gare. Donc, en fait, on a 3 régions qui sont ouvertes, Gland, Agnon et Lausanne aujourd'hui. Mhm. Et puis, finalement, ce qui nous a motivés, c'est que ce qui m'a motivé, c'est qu'il y a trop d'emballage quand même dans les supermarchés. Là, j'ai une petite image d'un étalage où on voit que des fois, l'emballage est assez conséquent. Pour acheter quelques pommes ou si on achetait du bio, tout est emballé, hein. C'est difficile de trouver du vrac pour les produits bio. Et le problème aussi, c'est qu'on parle beaucoup de recyclage. On dit même on peut recycler. C'est plus un problème aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont dits là autour parce que le recyclage, le plastique ne se recycle pas, par exemple. On ne peut pas faire du PET avec du PET. Mhm. C'est juste pas possible techniquement. On peut transformer le PET et le transformer en t-shirt ou en d'autres matériaux, mais on ne peut pas fabriquer du PET avec du PET. Donc, le recyclage, c'est vraiment pour certains produits qui sont limités. Peut-être le verre, on peut recycler, l'aluminium, le papier. Le plastique, c'est très, très difficile. Je sais qu'il y a certains plastiques qui permettent d'être recyclés 1 ou 2 cycles, mais pas plus que ça. Donc, finalement, on consomme beaucoup de CO2 pour produire ces plastiques et tout autant pour les détruire, hein, finalement. Et après, le PET, j'ai vu aussi quelques chiffres qui étaient intéressants, c'est que finalement, dans tout ce qui est transformé par rapport au PET, on transforme 10%.
de tout ce qu'on trie. Donc finalement, le 90% est quand même brûlé. Donc finalement, aujourd'hui, on est encore bien loin d'avoir une solution optimum avec ces plastiques. Donc avec Zello, on a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de supprimer complètement les emballages. Donc c'est vraiment l'objectif numéro 1 de Zello, c'est d'avoir 0 emballage. Donc on va choisir nos produits de telle sorte qu'il n'y ait pas d'emballage. Et puis si on n'arrive pas à trouver son contenant réutilisable, on ne propose même pas le produit dans notre supermarché finalement. La deuxième chose, c'est de baisser le bilan carbone et de livrer dans des vélos. Donc on ne livre pas en voiture, mais on a des vélos. Donc, et on voit qu'il y a quand même une grande différence entre le vélo et la voiture au niveau de la consommation d'énergie. Je pourrais vous donner éventuellement quelques chiffres par la suite de ce qu'on arrive réellement à économiser. Et le dernier objectif, c'est donc de consommer local, donc d'aller travailler avec les commerçants locaux en priorité. Alors moi, je ne l'ai pas mis en premier objectif parce que finalement, on voit beaucoup d'entreprises qui mettent ça en premier objectif. Moi, je l'ai mis en troisième parce que finalement, j'ai quand même décidé de travailler avec des produits qui sont moins locaux, comme le chocolat ou le café, parce qu'on ne peut pas fournir ce genre de produits en disant que c'est local. Donc ça, c'est des produits qui ne sont pas du tout locaux. Par contre, ils sont transformés ou torréfiés pour le café par des producteurs locaux. Donc, puis je voulais aussi proposer ces produits parce que finalement, si on ne les propose pas, le client va quand même prendre sa voiture pour aller au supermarché, pour les chercher. Puis on ne peut pas dire aux gens, mais arrêtez de boire du café. Donc, voilà. Après, j'ai encore un quatrième objectif que je n'ai pas cité dans l'image, mais c'est un objectif plus social, parce qu'en réalité, Zello a été créé par une fondation qui s'appelle JobTrek, ou plutôt par une association qui s'appelle Projet JobTrek, donc c'est 2 choses qui sont complémentaires. Et en fait, c'est eux qui ont mis le capital initial pour créer Zello. Et eux, ils font de la réinsertion sociale. Donc, ils aident les personnes qui ont de la peine à trouver un travail à réintégrer le marché. Donc, ils proposent des stages, des apprentissages, des formations et contactent donc des entreprises pour ça et créent aussi des entreprises. Donc, c'est eux qui m'ont donné un coup de pouce au début pour la création de l'entreprise. Donc, on voit sur le vélo en haut à droite leur logo en petit, là, si jamais. Donc, l'idée, c'est de réutiliser les contenants, un peu comme le principe du Milkman. Donc, il y a 2 générations en arrière, ou même une génération, ça dépend à qui on parle. Il y avait ce Milkman, donc le livreur de lait, qui sonnait à la porte et qui venait finalement remplir nos bouteilles. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser ce même principe sur tous les produits, pas juste sur le lait. Donc, on livre dans des contenants réutilisables et on récupère le 100% de ce qu'on livre, donc tous les sacs, les bouteilles. On a des bouteilles en plastique pour des produits ménagers, par exemple, les glaçons, les couvercles. On a divers tissus aussi pour certains emballages. Le chocolat, par exemple, on l'emballe dans un tissu qu'on peut réutiliser. Donc, on récupère vraiment le 100% de tout ce qu'on donne. Après, on n'a pas de consigne sur les contenants. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas habituel. C'est un choix que j'ai fait parce qu'au début, je mettais des consignes sur chacun des contenants, donc je comptais tout. Et quand je suis arrivé à 50 types de contenants différents, ça commençait à devenir difficile déjà de m'en sortir, de savoir, attends, il a pris quel contenant, c'est quel numéro dans ma liste. Et je m'en mêlais les pinceaux. Puis quand je dois commencer à expliquer à quelqu'un d'autre lequel c'est, ça devient compliqué. Donc après, j'ai essayé de réfléchir à ce que je peux mettre une consigne unique, mais c'était difficile parce que j'ai certains contenants qui coûtent 50 centimes, d'autres qui coûtent une vingtaine de francs, parce que c'est des grands plateaux en verre, donc ça devient compliqué. Donc, j'ai fait des catégories, j'avais une dizaine de contenants différents. Et finalement, je ne m'en sortais quand même pas parce que le client, il n'avait pas les mêmes résultats que moi. Quand on remet les commandes dans le vélo, souvent c'est mélangé. Donc, puis certains posent les contenants devant le local, d'autres devant la maison, puis certains les déposent mais ne disent pas qui c'est. Donc, à la fin, c'était juste une histoire impossible. Donc, après, j'ai mis une caution en place où les clients payaient une caution au départ, mais la caution était peut-être trop élevée, donc ça ne marchait pas non plus. Donc, à la fin, j'ai décidé, OK, on enlève tout, et puis on prend le risque de faire confiance au client qui va nous rendre le contenant. Donc, du coup, il nous rend les contenants quand il voit que c'est marqué Zello dessus, parce qu'on met quand même des petits autocollants dessus, qu'il faut nous rendre les contenants. Voilà. Donc, on Et n'a du pas de coup, consigne. par Rien. rapport à ces contenants, tu as dû mettre en place des machines pour laver ces emballages ou c'est les clients qui doivent s'en charger?
Alors ça, je vais répondre ça tout à l'heure. Ça Mais oui, marche. effectivement, j'ai des machines qui mettent ça en place, mais en fait, le client aussi. Donc, c'est un peu les deux choses. Donc, on va arriver dessus. Ça marche. Alors, ensuite, donc les contenus, voilà, c'est notre point. Ils sont rendus propres par le client à la prochaine livraison. Donc, l'idée, c'est qu'il commande plusieurs fois chez nous, hein. C'est vrai qu'un client qui commande qu'une seule fois, bah, finalement, c'est vite compliqué pour lui parce qu'il doit s'inscrire, il commande une fois, puis après, bah, il doit nous rendre les contenants, donc ça devient compliqué. Tandis que quelqu'un qui commande une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines, ben, en fait, il y a tout un cycle qui s'établit. Et à chaque commande, finalement, il sort ses contenants et puis il nous les rend, puis nous, on les récupère au moment de la livraison. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'au client qui les lave, qui nous rende les contenants propres, hein, comme s'il les lavait chez lui ou les rangeait chez lui. Et puis nous, derrière, donc, on a une machine à laver professionnelle qui les lave à haute température. Donc, on monte jusqu'à 85 degrés, ce qui permet d'enlever tout ce qui est germes et autres bactéries et, avant de les remettre en circulation. Voilà, donc ça, c'est un peu l'idée. Et puis finalement, dans ces contenants, on arrive à mettre des produits comme de la viande, du poisson, du fromage et autres. Donc c'est clair qu'on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui est à moitié propre. Donc, voilà. Par contre, c'est clair que si le client ne lave pas les contenants, bah, certains produits laissent des traces profondes et c'est difficile de les faire partir avec, hein, comme du lait, hein. Si on laisse un fond de lait pendant quelques semaines dans une bouteille, ça devient vraiment compliqué à l'enlever. On passe vite beaucoup de temps, donc c'est quand même bien de tout de suite rincer la bouteille de lait avant de la rendre. Et puis certains fromages, si on laisse la croûte au fond du contenant puis qu'on rend le contenant comme ça, je ne vous explique pas les odeurs, après 3 4 semaines parce que les clients ne les rendent pas forcément tout de suite. Voilà, comment ça fonctionne concrètement, ce supermarché zéro déchet? Donc, l'idée, c'est qu'avec une application, il peut passer sa commande jusqu'à 15 heures et puis il est livré le lendemain. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. On avait des horaires différents. Au début, on allait jusqu'à midi, puis jusqu'à 2 heures, puis après, maintenant, on est jusqu'à 15 heures. Et je pense qu'à l'avenir, l'idée, ça serait vraiment d'avoir quelque chose vraiment en flux tendu et puis qu'on puisse rapidement livrer quelque chose, même dans l'heure, si c'est des produits qu'on a en stock. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ça sera en tout cas l'objectif d'arriver là. Le client, il choisit aussi son créneau horaire, quel jour il veut être livré, à quelle heure. Et puis, bon, ces créneaux, ils vont changer par région. Donc là, on a une application qu'on a développée qui permet de gérer tout ça. Donc, c'est une application personnalisée. Et puis, chaque région peut définir ses créneaux horaires. Et puis, du coup, il a le choix entre certains créneaux horaires de livraison. Et puis, nous, ce qu'on attend, c'est que le client soit à la maison. Pourquoi on attend ça? Parce que finalement, on ne sonne pas aux portes, mais on a des produits frais. Donc, du coup, si le client n'est pas à la maison, on ne peut pas garantir de ne pas casser la chaîne du froid. Ok, Après, le client, oui, mais du coup, comment le client doit vous guetter derrière la fenêtre? non, non, je vais expliquer comment est-ce qu'il est D'accord. informé. Donc, le client, il est averti par WhatsApp, justement, ou par SMS ou par un autre système, comme quoi il est livré chez lui. Alors, certains clients demandent qu'on sonne à la porte. À ce moment-là, on sonne un petit coup, puis on s'en va. Mais c'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter chez chaque client, sonner, attendre Hmm. 2 minutes qu'il vienne ouvrir la porte, qu'il nous rende encore les contenants parce qu'il n'a pas encore tout préparé. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il prépare avant notre créneau de livraison ses contenants à rendre. Puis, on garantit que dans la zone de livraison, on livre. Donc, voilà. Hmm. Après, il peut aussi choisir de ne pas être livré chez lui, mais de venir retirer sa commande à notre point de dépôt. Donc, on a 2 points de dépôt actuellement. Et puis, il n'y a pas de minimum pour faire une commande. Donc, si le client il veut juste un croissant, ben, on lui livre son croissant. Après, il paye la livraison. Ça lui vient peut-être un peu cher le croissant. Mais il y a des systèmes d'abonnement qui existent pour que le croissant lui revienne pas cher du tout. Donc, au niveau des produits clés, donc, aujourd'hui, ben, on a des paniers de légumes, par exemple. Donc là, idéalement, on fait sur abonnement parce que toutes les semaines, le client il veut son panier de légumes ou toutes les 2 semaines. Donc, il choisit sa taille, son type de panier et puis quelle est la fréquence de ses livraisons. Pour l'instant, on fait que du bio dans notre région, mais ça ne serait pas exclu peut-être de travailler avec un maraîcher qui n'est pas forcément bio. On ne veut pas forcément en faire une priorité pour l'instant. On veut s'ouvrir en tout cas vraiment au local aussi. On a des produits du marché. Donc, l'idée, c'est qu'on vient avec notre vélo au marché. Il y a différents artisans. On va récupérer les commandes que les clients ont fait le marché. Ici, c'est marqué délai mardi 14 heures parce que le marché est le mercredi. Ça veut dire qu'on passe les commandes le mardi
en fin de journée chez les différents artisans du marché, puis on va récupérer au marché directement les commandes qui sont prêtes. Donc, faire le tour de tous les artisans au marché, ça me prend 5 minutes pour tous les clients en même temps. Alors que si moi, à l'époque, quand j'allais moi au marché chercher mes produits, je devais faire 15 minutes de queue au premier artisan, puis 15 minutes de queue au deuxième, j'ai déjà perdu 30 minutes, puis après encore 15 minutes au troisième, peut-être 10 parce que j'ai un peu de chance, il y a un peu moins de queue. Donc finalement, après 40 minutes, j'ai fait 3 artisans, tandis que là, en 5 minutes, j'ai réussi à faire le tour de tout le monde. Donc ça, c'est des fois l'avantage d'avoir notre propre système puis de trouver des arrangements. Voilà. Après, notre troisième point, c'est donc tout ce qui est boulangerie. Donc, dès 6 heures du matin, on va livrer chez les clients parce qu'on commence à 6 heures du matin, puis on arrive à avoir le pain très tôt. Donc, du coup, avant que le client parte en fait, au travail, on peut lui livrer encore chez lui. Donc ça, c'est comme ça qu'on fonctionne, en tout cas dans la région de la Côte et pour certains points aussi sur Lausanne. Et puis après, finalement, on peut imaginer que chaque région fonctionne différemment. Et certains ont peut-être des produits du marché, d'autres pas. Certains ont peut-être des produits de la boulangerie ou pas. Donc, voilà. Donc ça, c'est nos produits clés sur Gland. Au niveau des abonnements et notre système de forfait, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. On a 3 différentes formules de tarification. Donc, on a la formule standard à la base, où les frais de livraison, finalement, sont de 5 francs à partir de 100 francs d'achat et de 10 francs si c'est moins de 100 francs. Donc, c'est des francs suisses, hein, si jamais vous êtes un étranger. Et par-dessus, on rajoute 4% de frais de nettoyage. Donc, c'est cette fameuse stérilisation dont j'ai parlé tout à l'heure. On pourrait se dire que ça peut être inclus aussi dans les forfaits, mais finalement, j'ai préféré le séparer pour montrer qu'on fait ce travail derrière, puis qu'il y a un travail à valoriser. Donc, en gros, si quelqu'un fait une commande à 100 francs, il va payer 5 francs plus 4 francs, parce que 4%, voilà, de 100 francs, ça fait 4. Donc, il va payer 9 francs en tout pour sa livraison. Et puis, s'il commande un croissant à 1 franc 50, il va payer 11 francs 50 plus 4% d'un franc 50, qui n'est pas grand-chose. Et là, on avait mis une caution au départ que finalement, on a choisi d'enlever tout récemment parce qu'on s'est vu que c'était un frein, donc on a pris le risque de ne pas la mettre. Après, on a 2 autres formules où c'est des formules d'abonnement annuel où le client, finalement, il paye 100 francs pour avoir 5 francs de réduction sur sa livraison. Donc, à partir de 100 francs d'achat, tout d'un coup, il a une commande gratuite au niveau des frais de livraison, mais il a quand même 2% de frais de nettoyage. Donc, on a laissé. Et puis, la troisième formule, c'est 300 francs par année et tout est gratuit. Donc, il peut commander son croissant à 1 franc 50 tous les jours s'il veut. Voilà, donc ça, c'est possible. Après, en plus, il a des ateliers et un gâteau d'anniversaire qui sont inclus dedans. Donc, on lui offre son gâteau d'anniversaire 0 déchet le jour de son anniversaire. Et il peut choisir quel gâteau il veut. Donc, après, on fait aussi des ateliers pour essayer d'encourager les gens à faire du 0 déchet, à voir comment est-ce qu'on peut vivre un style de vie 0 déchet. Donc, ça a aussi un certain coût pour faire un atelier comme ça. Donc, c'est clair, c'est 50 francs pour une personne normale. Et puis, on a un atelier qui est offert pour cette formule-là, et puis tous les ateliers qui sont offerts pour d'autres. Et qui sont les personnes qui font ces formations, qui les Alors, donnent? on a différents types de formateurs. Donc, on a eu des ateliers sur la permaculture. J'ai eu Magali, par exemple, que vous connaissez aussi, qui a déjà fait une fois un atelier sur ça. On a des ambassadeurs de Zero Waste qui sont venus aussi faire des formations sur comment faire son produit de ménage zéro déchet, ou son produit WC, ou son déodorant, baume à lèvres. Donc, on a différents ateliers qu'on fait pour concevoir soi-même différents produits. Puis on remarque qu'avec peu de produits de base différents, on arrive à faire pas mal de produits nous-mêmes. Après, ces produits sont aussi proposés à la vente déjà tout prêt, donc c'est clair que ça facilite les choses, mais pour ceux qui sont intéressés pour découvrir comment ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dans ces produits, on peut le faire soi-même. Et est-ce que justement, après ce genre d'atelier, tu as eu des clients qui ont commencé à changer de façon de consommer? Il y a eu des fruits de ces ateliers ou ça a été plus de la culture? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas de retour par rapport à ça à ce jour. C'est vrai que les ateliers, comme on a commencé en pleine pandémie, au début, je faisais des ateliers par Zoom, donc je m'amusais à les livrer les ingrédients des ateliers juste avant l'atelier. Donc, je mettais dans des tout petits contenants. J'en ai pas ici autour de moi, mais dans des tout petits contenants. Puis finalement, ils faisaient leurs produits chez eux, chacun chez soi derrière Mm. l'ordinateur.
C'est assez intéressant. Donc, ils étaient contents de faire les produits. Donc, certains, je sais qu'ils les font eux-mêmes. Ils Hmm. continuent à les faire. Mais je ne sais pas s'ils ont réellement changé de style de vie pour vivre un style zéro déchet. Donc, en tout cas, ils sont toujours clients chez moi. Donc, je pense que c'est déjà un bon signe. Oui, tout à fait. Voilà. Pour ces formules, après, on voit que celle-là, elle est intéressante à partir d'une commande par mois, puis celle-là à partir de 2 commandes par mois. Donc, si quelqu'un prend un panier de légumes toutes les semaines, il a meilleur temps de payer une fois 300 francs pour accéder à tous les services gratuitement. Et puis, je Hmm. pense que c'est intéressant. Au niveau des finances, comment ça marche pour un client? Donc, déjà, les prix sont identiques aux commerçants locaux. Donc, si le pain, il est à 3 francs à la boulangerie, moi, je le vends aussi à 3 francs dans mon shop. Donc, l'idée, c'est que le boulanger il me donne une petite marge sur son produit. Donc, je paye le prix du pain un peu moins cher, donc peut-être 20 ou 30% de moins. Et c'est ça qui permet aussi de faire tourner la société. Donc, finalement, le client, il paye la même chose. Et puis, ce qu'il paye en plus, c'est ces frais de livraison qui étaient mentionnés dans le graphique d'avant, qu'on retrouve ici. Après, on a une facture qui est disponible dans l'application. Puis, du coup, le client, aujourd'hui, peut faire un virement directement sur notre compte bancaire ou payer par Twint. Voilà. Et puis, dans le futur, on espère mettre des cartes de crédit, mais pour l'instant, on n'a pas encore fait le pas. Et, on n'est pas pressé de le faire parce que finalement, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de frais d'intégrer tout ce système. Et puis, on a mis autre chose en place, hein, je n'ai pas noté, ça s'appelle des crédits Zelo. Donc, plutôt que de donner des pourcentages au Mastercard, des Visa et d'autres, finalement, on a décidé de donner les pourcentages aux clients qui payent en avance. C'est-à-dire, si on crédite, par exemple, son compte en avance, on peut mettre, je sais pas, 500 francs ou 1000 francs sur son compte client. Et puis, du coup, on peut suivre après les dépenses qu'on fait chez Zelo. Et puis là, au moment où il met 1000 francs, on lui crédite, par exemple, 1,5% en plus. Donc, il reçoit 1010 ou 1015 crédits Zelo qu'il peut utiliser pour faire des achats. Hmm. Donc, on a essayé de fidéliser le client de cette manière-là aussi. Donc, on a certains clients qui, finalement, nous avancent aussi des sous et qui permettent aussi de bénéficier de ces pourcentages-là. Ensuite, au niveau de la chaîne du froid, donc je n'ai parlé brièvement tout à l'heure. Donc, c'est clair que Zelo est responsable de ne pas casser la chaîne du froid, hein, surtout dans les produits frais. Donc, comme on fait des tournus d'une heure, et puis le client il choisit sa plage, sa tranche horaire d'une heure, du coup, on laisse les produits maximum 1 heure dans les sacs isothermes, puis on fait des contrôles de température pour voir si on est dans les normes. Donc voilà, du coup, nous, on peut garantir qu'on ne casse pas la chaîne du froid. Et puis, dès que c'est livré, par contre, si le client n'est pas là à la maison, donc on ne va pas contrôler qu'il est à la maison, même si on demande qu'il le soit, du coup, c'est lui qui devient responsable. Déjà, il a choisi son horaire, il a été averti que c'est livré. Donc, c'est lui qui doit s'arranger, il ne doit pas laisser traîner sa commande le matin à 6 heures, toute la journée en pleine canicule, dehors, alors qu'il a commandé du poisson et de la viande. Hmm. Après, il y a de nombreux avantages aussi pour le client. Donc, déjà, il gagne du temps parce qu'il n'a pas besoin de se déplacer pour aller faire ses courses. Il a un service personnalisé. Donc, on essaie vraiment de contacter chaque client, de voir ce qui l'intéresse. Et puis, on essaie de voir si on peut trouver des nouveaux produits qui lui correspondent, hein, parce que peut-être certains clients veulent certains types de produits. Puis, finalement, en l'ajoutant une fois, on voit qu'il y en a d'autres qui sont intéressés par ce même type de produit. Donc, c'est aussi comme ça qu'on construit un peu notre liste de produits. Et puis après, on essaie de proposer aussi un système de commandes récurrentes. Donc, finalement, certains clients, ils disent, OK, moi j'ai un budget de temps par mois, moi je veux ça, débrouillez-vous. Et du coup, on fait ça. Il y en a d'autres qui disent, ah, mais moi je veux mon panier de légumes toutes les semaines, ou bien je veux un féculent par semaine, un pain aléatoire. Et puis finalement, on choisit, puis on fait tourner, puis j'ai l'impression que ça marche pas mal. Donc, certains clients veulent qu'un type de pain, du coup, ils les choisissent. Donc, on a essayé d'optimiser, de personnaliser de cette manière-là. Après, il y a différents points aussi. Donc, le client n'a plus besoin de réfléchir aux emballages. Il est livré directement chez lui. Il n'a pas besoin d'aller à la déchetterie, au magasin. En tout cas, beaucoup moins, pas à cause de Zelo, par exemple. Hmm. Il n'a pas besoin d'acheter ses propres bocaux parce que finalement, il peut même stocker les contenants chez lui et puis attendre que ce soit vide avant de refaire une commande et puis de nous le rendre. Donc, on n'a pas d'attente à ce niveau-là. Donc, c'est clair qu'au bout de 3 mois ou 6 mois, c'est quand même bien qu'il nous les rende, mais il n'a pas besoin de le rendre le lendemain.
Et puis, du coup, ils participent aussi à la réduction du bilan carbone parce que il y a vraiment un réel intérêt de commander par un système comme ça. Donc, je vous parlais de chiffres tout à l'heure, je ne les ai pas mis dans la présentation, mais en gros, on a fait un calcul de qu'est-ce qu'on consommait au niveau CO2, parce que finalement, on en consomme aussi, et tout le monde en consomme quand on fait quelque chose. Donc, on consomme du CO2 quand on fait du vélo, avec les batteries qu'on a rechargées. Donc, on a calculé cette consommation en CO2. On consomme aussi quand on fait du nettoyage, quand on lave avec le lave-vaisselle. Donc, on a consommé l'énergie aussi que ça demande de faire tourner un lave-vaisselle et quel est l'équivalent CO2. Donc, ça, c'est ce qu'on consomme. Et après, on économise en fait pas mal de choses. Donc, on économise par exemple les emballages. Donc, chaque emballage a un coût en CO2 qu'on arrive à répertorier aujourd'hui. Et en fait, on sait pour chaque type d'emballage qu'est-ce qu'on produit comme CO2. On sait qu'est-ce qu'on produit aussi quand quelqu'un prend sa voiture pour aller faire les courses au supermarché et aller à la déchetterie. Donc, on a estimé un kilométrage moyen pour faire une commande. Je crois qu'on a mis 5 kilomètres, donc ce qui n'est pas énorme. Mais voilà, dès que le client veut donc aller chercher un produit ailleurs, c'est clair que c'est beaucoup plus que 5 kilomètres. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore tenu compte? On a tenu compte aussi du facteur local. Le fait d'aller s'approvisionner de producteurs locaux coûte beaucoup moins que de faire venir certains produits de l'autre bout de la planète. Donc, on a estimé aussi ça. Et puis finalement, on est arrivé à un bilan total où on économise par livraison 2,6 kg de CO2. Peut-être dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en fait, c'est un peu l'équivalent de 13 km en voiture. Donc, c'est la consommation d'une voiture à essence pendant 13 km. Donc, elle produit un certain nombre de CO2 dans ces 13 km. Et puis, finalement, nous, on économise ça pour chaque livraison. Puis, en moyenne, par livraison, on fait 3 km pour passer d'un ménage à l'autre, enfin, tout compris. Du coup, en 3 km à vélo, on économise 13 km en voiture. Ça, c'est un peu les calculs qu'on a réussi à faire aujourd'hui. On ne les a pas encore affichés publiquement parce qu'on est en train de les faire. On a l'impression qu'on a sous-estimé. Donc, je pense que le bilan il est encore bien plus haut. Et puis, on va faire aussi un ratio de qu'est-ce qu'on économise en termes de pourcentage, parce que je pense que c'est là que le consommateur comprend réellement. C'est qu'il a économisé 50% par rapport à des courses, en allant faire des courses en prenant sa voiture. Donc, pour l'instant, on est en train de préparer un dossier et puis on va bientôt les publier de manière officielle. Voilà. Au niveau soutien, si vous voulez soutenir un peu l'idée, c'est par exemple, vous pouvez devenir client si vous êtes dans une région ouverte, par exemple, ou bien une autre solution qu'on propose, c'est clair, c'est toujours la question des finances, comment on peut se développer, c'est de sponsoriser les vélos. Vous avez vu sur le vélo que j'ai montré avant, il y avait quelques images de sociétés locales qui ont sponsorisé le fait d'écrire leur logo sur le vélo. Puis comme si le vélo tourne tout le temps, ils ont une certaine visibilité, puis ils sont associés par leur logo au développement durable, et puis ils peuvent en parler aussi dans leur newsletter et autres. Donc finalement, c'est un peu une solution gagnant-gagnant. On parle de nous, puis eux, ils sont associés à ce côté-là. Ou bien on peut sponsoriser l'achat des contenants. Donc, j'utilise beaucoup des contenants comme ça qui sont assez chers. Finalement, c'est vite entre 7 et 10 francs suisses pièce, donc entre 5 et 8 euros. Donc là, j'en ai 2000, donc c'est un certain volume aussi financier qui est là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir sponsoriser ça. Par exemple, voilà, ce contenant a été sponsorisé par telle entreprise ou par telle personne. Donc là, je propose tout un système de sponsoring. Donc, voilà, donc là, vous me contacter si vous voulez avoir plus de détails. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi possibilité de faire? C'est par exemple faire une promesse de don si on ouvre une nouvelle région. Donc ça, si vous allez sur le site Internet, vous pouvez déjà voir les promesses de dons qui ont été faites aujourd'hui. C'est une sorte de crowdfunding. Et puis, aujourd'hui, pour ouvrir une nouvelle région, on a besoin de 100 000 francs suisses. Donc, c'est assez conséquent. Mais 100 000 francs, ça nous permet de faire quoi réellement? Ça nous permet d'acheter 2 vélos pour la région. Ça nous permet d'acheter une base de contenants. Donc, vous avez vu, ces contenants, si on fait le calcul, c'est plus cher que les vélos. Parce qu'un vélo, c'est environ 6 000 à 7 000 francs suisses. Et les contenants, j'en ai vite pour 15 000 à 20 000. Donc, c'est déjà une masse salariale qui est assez conséquente là au départ. Après, il nous faut encore une machine à laver. Il nous faut une chambre froide pour tenir les contenants, enfin les produits frais ou bien plusieurs frigos, des étagères et tout ça. Donc, ça a un coût. Donc, on a un certain coût matériel. Et après, la mise en place a aussi un coût parce que finalement, on doit engager quelqu'un
qui vient, idéalement une personne de la région, hein, qui connaît un peu sa région, qui va prendre contact avec les producteurs locaux pour pouvoir développer son propre cercle de producteurs. Donc, je pense qu'une personne comme ça, elle mérite un salaire. Donc, on a compté un salaire pour 2 personnes à mi-temps ou une personne à plein temps. Finalement, ça revient au même. Je trouve qu'avoir 2 personnes, c'est plus sympa qu'une, mais bon, c'est égal un peu. À la fin, le bilan, c'est identique. Donc, l'idée, c'est de permettre en fait à cette personne de commencer pendant une année et de payer son salaire pendant une année, tout en comptant qu'il y a un retour qui va arriver aussi par les ventes. Donc, en fait, ce coût total de tout le matériel, des investissements sur ces 2 personnes-là, du coup, nous coûte 100 000 francs. Et puis après, on a estimé qu'après, si c'est bien géré, du coup, on arrive à être rentable et permettre de peut-être même rembourser le prêt des 100 000 francs. Ça peut être un prêt qui a été fait. Si c'est un don, c'est clair, c'est plus simple, mais si un prêt qui a été fait au départ, on peut aussi commencer à le rembourser après 1 ou 2 ans si c'est moins bien géré. Donc ça, c'est une manière de soutenir, c'est de dire, OK, j'aimerais ouvrir la région de Toulouse, par exemple, ou de Genève, ou une région dans un autre pays. Hein, il n'y a pas besoin que ce soit forcément en Suisse. Du coup, voilà, moi, je dis, OK, je donne 50 francs, je donne 100 francs, 1000 francs, si vous ouvrez cette région. Puis après, si je vois que j'ai une promesse de don de 100 000 francs, du coup, on ouvre la région et puis on peut commencer. Il y a un délai quand même, parce qu'aujourd'hui, les délais d'approvisionnement des vélos sont assez longs. Donc, il y a quand même un délai de 6 mois avant qu'on puisse réellement être actif. Donc, il faut juste le savoir. Donc, une fois qu'on a le capital de départ, on compte encore 6 mois pour ouvrir la région. Donc, ça, c'est un peu notre business plan qu'on a fait pour pouvoir développer cette solution un peu partout dans les différentes régions. Donc, aujourd'hui, en Suisse, donc on a 3 régions d'ouvertes. On a compté qu'il fallait quand même 300 régions pour couvrir toute la Suisse. C'est beaucoup. Donc, si on fait une région par année, il nous faut 300 années. Et je ne pense pas que le climat il attendra 300 ans avant de nous tomber dessus. On voit que c'est plutôt quelque chose qu'il faut agir rapidement. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour ouvrir rapidement beaucoup de régions en même temps. Et c'est vrai qu'on a fait pendant ces 2 dernières années toute la construction de l'application, de la base, qui permet de multiplier après le concept à différents endroits. Donc, voilà où on en est. Une autre manière, c'est de faire simplement un don ou un prêt. Et puis, voilà. Donc ça, c'est un petit peu voilà ma présentation. Parfait. Je vais Et, arrêter le partage. et pour rester sur ce thème-là, du coup, si des gens veulent te sponsoriser ou faire un don, etc., ils trouvent les informations qu'il faut sur le site directement ou bien? Alors sur le site, effectivement, vous voyez quelle région, quelle ville a été sponsorisée déjà jusqu'aujourd'hui. Donc il n'y a pas grand-chose parce que c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place. Mais dès que quelqu'un fait une promesse de don, il peut cliquer OK, je veux rajouter une nouvelle région, dire sa promesse de don, il me donne ses contacts, comme ça, moi je le note simplement dans un fichier que je garde pour moi. Si jamais on ouvre la région, comme ça je peux le recontacter. Et puis si je choisis de faire une promesse de don, j'indique le montant. Par contre, je ne vais pas publier qui c'est qui m'a promis quelle personne. Je vais garder cette information quand même confidentielle, parce que je pense que ce n'est pas une information qu'on publie comme ça. Donc voilà, mais le montant est publié. Et puis, du coup, une fois qu'on a sponsorisé une région, on l'ouvre. Super. Voilà. Et j'avais plein d'autres questions. Enfin, j'en ai 4 ou 5. Mais si vous en avez, vous, de votre côté, n'hésitez pas à la noter. Et je les prendrai au fur et à mesure. Comment ça s'est passé, la relation avec les professionnels? Quand tu es allé les voir, comment ils t'ont accueilli? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes? Est-ce qu'il a fallu que tu les convainques? Comment ça s'est passé, cette partie-là? Les producteurs, donc, oui. Ouais. Alors, pour certains, c'était très bien. Pour d'autres, plus difficile. Donc, en fait, quand j'ai commencé avec le lait. Donc là, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que finalement, ça tournait déjà comme ça. Par contre, quand j'ai commencé avec la boulangerie, j'ai partagé un peu mon idée. On me dit, ah, mais c'est trop chouette ton idée. Si tu commences, on t'offre les sacs à pain. Donc finalement, j'ai reçu 400 sacs à pain parce qu'en fait, ils en avaient reçu de quelqu'un d'autre qui ne savait pas trop quoi en faire, puis les clients ne voulaient pas forcément les acheter. Donc, ils m'ont offert vraiment ça. Donc, ils m'ont aidé à démarrer. Donc, ça, c'était sympa comme coup de pouce. Un autre boulanger qui m'a dit c'est quelque chose de nouveau, ça m'intéresse. Et quand il y a quelque chose de neuf qui démarre, moi, je vais être de la partie. Donc, il a tout de suite dit OK, je commence avec toi. Donc, ça, c'était chouette. Après, c'est clair que pour le producteur,
Ce n'est pas forcément facile, ça dépend du corps de métier, mais en prenant le cas de la boucherie, par exemple. Donc, au début, j'allais à la boucherie avec mon contenant pour tester un peu s'il était d'accord déjà de mettre dans des contenants, parce que finalement, il n'y a pas tous les bouchers qui sont d'accord, parce que bon, d'un point de vue hygiène, ils doivent garantir quand même que leurs produits arrivent à destination sans être altérés. Donc, il y a certaines réticences par rapport à ça dans certains magasins, en tout cas. Mais j'ai trouvé un boucher finalement qui était d'accord de jouer le jeu. Donc, ce boucher, il a déjà l'âge de la retraite, mais il est tellement motivé par son métier. Il m'a dit, ah, mais je te soutiens aussi dans ta démarche. Par contre, c'est clair que je ne peux pas venir tous les jours avec mes contenants et puis qu'il fasse le plein alors qu'il y a la queue qui attend derrière. Donc, finalement, ce qu'on a trouvé comme accord, c'est que moi, je lui ai donné une grosse caisse, donc de 60 fois 40 cm, donc c'est quand même assez conséquent. Et puis, finalement, dans cette caisse, il y a tous les contenants qui sont disponibles. Et puis, du coup, quand je fais ma commande, du coup, lui, il prépare à l'avance tous les contenants. Hmm. Et puis, moi, je viens, je les prends et puis je ramène des nouveaux contenants. Donc, ça circule tout le temps. Moi, j'ai très, très peu de contenants dans mon local. Ils sont soit chez les producteurs, donc chez le boucher, chez le fromager, etc., chez le pêcheur aussi. Et puis, finalement, ou chez les clients. Et puis, ou bien en lavage. Et j'en ai peu qui stockent et qui attendent. Donc, ça tourne tout le temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les producteurs qui ont bien joué le jeu. Puis, il y en a d'autres, c'était plus difficile. Certains qui ne croyaient pas au zéro déchet ou qui me rigolent au nez parce qu'ils trouvent que ça n'a aucun sens de ne pas emballer les choses. Mhm. Donc, avec eux, ce n'est pas forcément évident de bosser. Donc, c'est juste pas possible. Donc, du coup, on prend son concurrent. Ouais. Voilà, donc il y en a qui ont bien accueilli la chose, puis d'autres moins. C'est clair que ça demande un effort pour la plupart des producteurs parce qu'il va accepter déjà d'avoir tout un espace qui est utilisé pour ça, accepter de changer sa méthodologie de travail aussi pour pouvoir mettre dans les contenants. Puis à certains endroits, ça facilite même les choses parce que finalement, on va nous-mêmes à la ferme faire le plein de nos propres contenants, donc il n'a rien à faire. Hmm. Donc d'un autre côté, les gagnants. Puis après, il gagne, il n'a pas d'emballage à débourser. Ouais. Justement, à partir de combien de producteurs locaux tu commences à avoir un seuil qui est intéressant pour tes clients et pour toi? Je n'ai pas calculé le nombre de producteurs locaux. Moi, j'en ai 75 en tout cas à Gland. Mhm. Sur Lausanne, ils sont partis à zéro. Donc, mais en fait, ils ont pu prendre quelques producteurs que j'avais déjà à Gland parce que c'est des producteurs qui sont finalement accessibles dans Ouais. toute la région. Mais je ne sais pas, je pense une vingtaine. Moi, j'ai commencé avec deux. Donc, voilà. Après, c'est clair qu'à deux, on a moins de choix. Donc, si on a juste le choix entre le pain et le lait, Mhm. OK, on commence comme ça. Mais Et du coup, tu dois avoir un entrepôt? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Tu as un gros entrepôt ou ouais, j'ai un dépôt. Vous voulez que je fasse un petit tour? Là, je suis dans mon entrepôt. Là. si tu veux? Attends, je vais juste allumer la lumière. Et puis, il faut que j'enlève mon fond d'écran. Sinon, on ne verra rien du tout. Alors, un instant. Voilà. Bon, je vous prends avec moi. C'est parti pour la visite C'est guidée. parti pour la visite. Donc là, je loue une petite pièce. Donc, j'ai ma table de travail ici. Donc, je prépare les commandes. J'ai une caisse blanche où je mets mes sacs à pain, mes pains. Puis j'ai les différents sacs à pain qui sont là ou bien rangés par terre. Je ne sais pas où je montre, mais sinon, j'ai différentes étagères, un peu comme dans un magasin. Hein. J'ai plusieurs produits. Et puis finalement, c'est vrai que sur ces produits, il y a aucune étiquette, aucune information. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a développé un système pour donner ces informations autrement. Donc, on donne ces informations dans l'application où pour chaque produit, on a une étiquette numérique qui existe. Et puis, on a les informations qui sont tout ce qui est date limite de consommation, ingrédients qui sont contenus, d'où il vient le produit, quel est le producteur qui l'a fourni. Donc, toutes ces informations, on les a sous forme numérique. Donc, voilà les différents types de produits. Donc, j'ai des biscuits, j'ai des différents types de graines pour faire des apéros, on a des cornflakes. Qu'est-ce que j'ai encore? Des confitures, différents jus, etc. J'ai des épices aussi.
Donc là, j'ai trouvé aussi quelqu'un qui est d'accord de me fournir des épices en vrac. Puis, voilà, on est en fin de journée, mais j'ai des congélateurs aussi. Gagné un prix d'ailleurs. Dans ce congélateur, j'ai différentes glaces qui sont dans des contenants. Intéressant, c'est que je peux travailler avec des producteurs locaux. Donc là, j'ai un glacier qui est d'accord de me fournir. Donc ça, c'est une glace au sésame noir. C'est pas quelque chose qu'on trouve partout. Voilà. Et puis des frigos qui sont remplis de fromage, etc. Donc, j'ai déjà quelques commandes qui sont prêtes pour demain. Voilà en gros, c'est pas très grand, mais finalement, ça nous suffit pour aller de l'avant. J'ai mes livreurs tout à l'heure qui m'ont amené les sacs. Donc ça, c'est tous les sacs qu'on va nettoyer demain matin. Et puis, on a une machine à laver professionnelle qui nous permet de nettoyer tous les contenants. Voilà, ça, j'ai fait un peu le tour. Et là, je reviens au bureau. Tu as encore d'autres questions alors? Ah, si, j'en ai d'autres. J'attendais que tu t'installes. Alors, et quelles sont les qualités que tu attends des porteurs de projets et puis de tes livreurs? Avant tout, je pense que c'est bien qu'il soit un modèle ou un exemple pour les autres, parce que finalement, si on veut faire du zéro déchet et du développement durable, il faut déjà être convaincu. Donc, moi, je ne regarde pas le CV généralement quand j'engage quelqu'un. Je regarde tout sa motivation et puis quel est son degré écologique finalement, qu'est-ce qu'il fait pour l'environnement. Et si je vois que c'est quelqu'un qui fait des efforts, qui est motivé par ça, pour moi, c'est le premier critère. Après, on a différentes possibilités. On peut être simplement livreur. Puis, du coup, quand on est livreur, à ce moment-là, on participe à la préparation des commandes. On fait aussi le nettoyage des contenants. On conditionne aussi certains produits. Par contre, quand on est chef de région, je pense que c'est un autre type de responsabilité parce que du coup, ça demande une charge mentale qui est beaucoup plus grande. Donc, il faut faire tout ce contact avec les producteurs. Il faut gérer toutes les commandes clients. S'il y a quelque chose qui ne joue pas, il faut pouvoir réparer les problèmes de livraison, etc. Donc, tout ça, ça demande quand même une certaine responsabilité. Ouais, Donc, à donc, mon avis, pas pour donné à ce, n'importe qui. Ouais. C'est plutôt quelqu'un qui est entrepreneur et qui sait gérer ça. pour ce poste-là, le CV compte un peu plus, on va dire. Peut-être le CV compte plus ou l'expérience, en tout cas. Hmm. Et du coup, aujourd'hui, tu as une équipe de combien chez Zello? Euh, Au niveau masse salariale ou au niveau... tout, il y a des gens qui sont bénévoles aussi, qui travaillent, qui donnent un coup de main. Super. Donc, je pense qu'on a une dizaine qui gravitent autour. Et puis, actuellement, j'ai une personne qui est engagée sur Lausanne à 60%. J'ai un étudiant aussi qui me donne un coup de main certains jours pour aller faire des livraisons. J'ai moi aussi. Puis, j'ai une personne qui est à l'AI qui me donne aussi un coup de main, puis qui fait un stage. Mhm. Puis, des étudiants aussi qui font des stages avec l'école aussi. Donc, je collabore aussi avec l'école. Donc, tous les mercredis après-midi, ils viennent découvrir un peu le milieu professionnel. Puis, du coup, ils viennent faire un stage. Donc, pour moi, tout le monde a sa place. Puis, l'été, j'avais aussi des trekkies qui sont venus, donc qui viennent de JobTrek, donc cette structure de réinsertion, qui sont venus aussi découvrir une entreprise, et puis de voir s'il y avait des possibilités. Donc, du coup, je collabore toujours un peu avec. Donc, voilà. Intéressant. Donc, on est une dizaine qui gravitent autour, puis je pense qu'au niveau, ouais, on doit être à 4 personnes à plein temps, on va dire, à ce moment-là, si on compte tout ensemble. Ça marche. Et est-ce que c'est pas trop difficile d'organiser tes tournées si c'est le client qui choisit l'heure de livraison? Non, je trouve que c'est plutôt facile à faire, finalement. Le cerveau humain est bien fait. Si on sait où les gens habitent, on arrive facilement. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de facilité à tout de suite faire le chemin de livraison, savoir où je dois passer. Après, on a fait ça aussi d'un point de vue programmatique. Donc, on a un petit programme qui nous dit, OK, tu as ces 10 livraisons à faire. Voilà le chemin optimum que tu peux prendre. Donc, on utilise Google Maps, par exemple, qui permet de faire ça Mhm. assez facilement. Donc, on a fait un petit programme derrière qui permet de faire ça. Maintenant, on a aussi mis des barrières. Si un créneau de livraison il est plein, à ce moment-là, le client ne peut pas choisir ce créneau. Donc, on sait on peut livrer pour un livreur, s'il est efficace, jusqu'à 10 livraisons en 1 heure. Donc, on arrive à faire pas mal de monde. Donc, ça, c'est aussi le fait qu'on est en vélo. Parce qu'on arrive à se faufiler dans des petits chemins, pour autant que ce ne soit pas réparti dans une zone qui soit trop grande.
Après, on peut dire, voilà, tel créneau, c'est à tel endroit, tel créneau, c'est un autre, puis regrouper un peu les commandes par créneau. Donc ça, c'est facilement programmable. Mais pour l'instant, vous ne livrez pas à la Brévine, mais c'est quoi l'équipement pour arriver à faire du vélo l'hiver et ne pas arriver frigorifié à la maison? Il faut des raquettes à neige. On peut coucher ça sur les vélos. Non. Euh, L'hiver, effectivement, on s'équipe, on met des gants, des écharpes. Si besoin, on peut mettre un collant et autres. Comme on a des triporteurs avec 2 roues devant, ce n'est pas forcément la glace qui nous pose problème parce qu'on ne va pas tomber dans Hmm. ce sens-là. Donc, je pense que le choix des vélos est pas mal. Effectivement, les 2 roues, ça peut poser problème à ce niveau-là. Les 2 roues sont plus intéressants quand on veut aller vite parce qu'ils peuvent aller plus rapide que les triporteurs. Par contre, dans un triporteur, on peut mettre plus de charge aussi, donc on peut aussi prendre plus de commandes. Et puis, on va quand même 25 km/h, donc c'est déjà un bon bout. Maintenant, pour aller à la Brévine, je ne sais pas si c'est un petit village avec peu d'habitants, donc ça, c'est une autre question. Pour qu'on soit un optimum au niveau d'une région, il faudrait qu'on ait 20 000 habitants qui soient concentrés dans un rayon quand même de 5 à 10 km. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu l'optimum. Après, on a quand même réfléchi, mais comment est-ce qu'on peut offrir nos services aux petits villages qui sont aux alentours? Donc, peut-être certains sont accessibles en vélo, mais on a dit qu'on peut aussi imaginer qu'on fait une tournée. Alors, soit en vélo, peut-être on prend un vélo qui va plus vite, un vélo 45. Ça, c'est une idée qu'on avait avec peut-être une remorque derrière. On n'a pas encore concrétisé. Ou bien un véhicule écologique. Donc, et puis, on fait un tournus comme un bus, ou d'utiliser les transports publics, puis de faire des différents points de dépôt à différents endroits. Mhm. Mais pour l'instant, c'est concentré sur, en tout cas, pérenniser nos 3 régions actuelles. Et puis après, c'est clair qu'au niveau du développement, on peut exploser au niveau des idées. Ça, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, c'est clair que certaines régions sont privilégiées, puis d'autres pas forcément. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça, André. Moi, je suis arrivé au bout des Plaisir. questions. Et il n'y en a pas plus que ça. Donc, on va pas euh, rester plus longtemps. Par contre, s'il y a des gens qui ont à l'avenir des questions à te poser, ou ce projet leur plaît, ils ont envie de faire la même chose chez eux, dans leur région, etc., ils peuvent te contacter par quel biais? Alors, ouais, il y a un petit couac justement pour le contact, c'est que Zello, en fait, c'est écrit avec un accent. Et puis, du coup, le site internet, il faut le taper avec l'accent. Donc, ça, c'est un peu le point faible de ce nom de domaine. On a décidé d'acheter Zello avec accent parce que si on le tape sans accent, on arrive chez le coiffeur. Alors, on peut aller chez le coiffeur à Zurich, mais il faut mettre l'accent. Donc, on peut utiliser info@zello avec accent.ch. Mais sinon, je donne souvent aussi mon adresse privée, ça ne me dérange pas qu'on me contacte par ce biais-là. Donc, c'est André Bury, ANDREBU2RI, @gmail.com. Mhm. C'est mon adresse directe, tout simplement. Ok. Voilà. Après, ouais, toutes les informations normalement sont sur le site. On est disponible sur Facebook, sur LinkedIn, Instagram. Et puis, si quelqu'un est intéressé par être livreur dans sa région, s'il veut investir un peu dans le projet, on peut assez facilement mettre le système en place, vu qu'il existe et qu'il fonctionne. Voilà. Donc, j'engage des chefs de région, des livreurs, je cherche des donateurs, des gens qui soutiennent aussi. Donc, je suis ouvert à tout. Et puis, je crois que si on se met ensemble, on arrivera à faire un beau projet et puis à faire en sorte que notre planète soit plus verte et plus belle. Super. Eh bien, merci pour tout, André. C'était vraiment très intéressant. Oui, c'est vraiment très intéressant. Ça donne vraiment envie. J'ai bien envie de voir des élos dans ma rue. Ce ne sera pas pour demain, mais ça serait très intéressant. Merci pour ta passion. Merci de t'être lancé. Bravo. Bravo d'avoir su attraper la balle au bon. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt en Euh, vélo, hein. Merci beaucoup à chacun. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous la commencez. Et puis, à la prochaine. Bye bye.